Merci beaucoup. Messieurs, dames, je suis vraiment très honoré d'avoir à m'adresser à vous. Ce n'est pas facile hein, de s'adresser, enfin d'être le dernier à prendre la parole, surtout quand il le fait 1h15 en retard. Je suppose que vous êtes déjà épuisé. Je vais faire de mon mieux pour écourter le propos et je vous promets de faire en sorte que le propos que vous allez entendre sera développé dans le texte écrit. En fait, vous allez voir, je vais commencer par la fin que j'allais atteindre. En fait, j'avais à placer mon propos sous 7 titres. Et ces titres allaient regrouper chacun l'ensemble des défis auxquels sera confronté le pouvoir qui a été mis en place récemment au Liban, si tant est qu'il devait se mettre en position de sortir le pays de la crise vers une nouvelle ère de paix tant méritée après des décennies de conflits imposés. En fait, des décennies dont le point de départ se situe en 1948. L'implantation d'Israël a été un malheur considérable, non pas seulement pour les Palestiniens, mais pour l'ensemble des Arabes, et en particulier les Libanais, en premier, parce qu'ils ont été les premiers à recueillir les flots de réfugiés palestiniens. Le Liban, le petit pays qu'est le Liban, en a accueilli 132 000 à l'époque. La population, cela représentait une affaire de 10% de la population. Depuis, la population libanaise a augmenté. Elle se chiffre à peu près 5 millions et quelque chose. Et on a un demi-million de réfugiés palestiniens qui sont dans les camps, je n'allais pas dire de concentration, il n'y a pas de concentration chez nous, mais ils sont dans les camps libanais. Alors, pour ne pas aller trop loin avant de situer mon propos, de le définir, et je note le temps. J'ai noté. Vous avez noté, mais il faut que j'en sois conscient moi. Quand le docteur Rasbin a eu la gentillesse de m'inviter à ce colloque, eh bien, il était arrivé la semaine d'avant, non, 4-5 jours plus tôt, un événement inattendu au Liban. C'est enfin, au bout de 2 ans et plus de 2 mois de vacances au niveau du pouvoir suprême, pas de président de la République, on est incapable de... Et pas de Premier ministre. Oui, il y avait un gouvernement intérimaire. Non, ce n'est pas intérimaire, c'est un gouvernement de transition, enfin, qui est réduit à gérer les positions, enfin, les affaires courantes. Et puis, subitement, on élit un président de la République, on désigne un président pour former le gouvernement est formé, et je suis invité à parler de la paix et l'avenir du Liban. Alors je me suis dit, enfin, Dr Rasbin a l'air de me demander si vraiment cet événement-là, et surtout que cela arrivait au terme d'une longue période de pourrissement au sein d'une crise globale, politique, économique, sociale, et avec en toile de fond des affrontements entre le Liban représenté par le Hezbollah et Israël à travers les 15 derniers mois qui précédaient. Alors, donc je me voyais confronté à la question de savoir si cela correspondait à une véritable rupture avec le statu quo ante et, par conséquent, un nouveau départ pour le Liban, une sortie vers une ère de paix. Alors, donc d'abord, est-ce que c'est ça correspond à une ère de paix? Je ne pouvais bien entendu que l'espérer. Mais est-ce que les données, enfin la situation environnante, est-ce qu'elle promettait de faciliter la tâche à cette nouvelle équipe? À mon avis, pas tellement. Et ce sont ces facteurs-là que j'ai essayé de classer. Quels sont les problèmes, les écueils auxquels
cette nouvelle équipe allait être inévitablement confrontée. Alors, je vais vous faire l'économie de ces détails-là maintenant, puisque vous allez les avoir dans le texte écrit qui va être publié, je l'espère, dans les travaux de ce colloque. Et je vais me concentrer sur seulement 3 ou 4 axes, 3 ou 4 catégories de ces écueils que j'ai. Alors, de prime abord, il fallait se demander, est-ce que cet événement, l'élection d'un nouveau président et la formation d'un gouvernement, est-ce que ça correspond au résultat d'un arrangement libano-libanais, purement et simplement, ou est-ce que ça a été le produit d'une conjoncture, plutôt un rejeton complexe, à la fois d'un compromis entre Libanais et du jeu des puissances, parce qu'on est en plein milieu, on est tiraillé par ce jeu de puissance. Eh bien, donc je vais commencer par ça. Est-ce que ça a été un compromis entre Libanais? Non. Oui, il y a un aspect de compromis entre Libanais, mais ça ne se limitait pas à ça. C'était un produit qui n'aurait jamais pu se produire s'il n'y avait pas eu ce que M. Rimbaud a expliqué, et qu'il en soit cordialement remercié, parce que vous m'avez épargné des explications et des analyses, parce que ce que vous avez décrit, c'est la nature de ce bouleversement, de ce tremblement de terre politique qui s'est produit en Syrie, dans la mesure où vous avez expliqué que, bon, avant d'arriver à ça, pendant les 2 dernières années, enfin en 2022, avaient eu lieu les dernières élections au Liban, les élections parlementaires. Alors, à l'issue de ces élections, le résultat qui est sorti des urnes a été un résultat, je dirais, qui mettait le pays dans une impasse politique, parce que entre 2 blocs, il y a un bloc, et je dirais transversal. Ce n'est pas vrai que l'opposition de base au Liban, c'est une opposition entre les chrétiens et les musulmans. Ce n'est pas vrai. Et il y a un axe rassemblé autour de ce qu'on appelle la résistance du Hezbollah, le Hezbollah n'ayant absolument rien à faire avec Al-Qaïda ou avec des organisations de ce genre, avec les égorgeurs qu'on a vu agir en Syrie à partir de 2011. Donc il y a... Et puis ce n'est pas un instrument de l'Iran, c'est un groupe qui s'est formé petit à petit en réaction au départ à l'invasion israélienne du Liban en 1982. Et alors, ce sont de vaillants militants qui, avec d'autres, des gens de gauche, des nationalistes arabes, des patriotes libanais, des communistes, ils se sont tous battus contre l'Israélien, et en l'espace de 2 mois, l'été 1982, ils ont réussi à chasser les Israéliens et les bouter en dehors de Beyrouth. Ils ont refoulés jusqu'au sud, et le Hezbollah avait poursuivi son combat jusqu'en 2000, où il a chassé de manière inconditionnelle les Israéliens du Liban. Bon, mais quand même, il y a toujours ce qu'on appelle le clou de Jeha chez nous, le clou de Jeha, parce qu'on garde toujours un point de litige pour animer la confrontation. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, et donc il y avait ce front réuni autour de la résistance, et en face, il y a un bloc, je dirais, qui est en étroite dépendance vis-à-vis de l'alliance transatlantique sous la houlette des États-Unis, et qui a comme représentant dans la région principalement Israël
Et dans une moindre mesure, ce sont les pays du Golfe, les bailleurs de fonds, enfin, les détenteurs du pétrodollar, l'Égypte, etc. Voilà. Donc voilà quelles sont, ça c'est la scène libanaise. Alors, évidemment, avec un parlement partagé en deux, parce qu'au Liban, c'est le parlement qui élit le président de la République, c'est pas au suffrage universel, eh bien, il était impossible, parce qu'il y avait le candidat de la résistance, et puis il y avait un candidat pressenti. On savait que les États-Unis et l'Arabie saoudite avaient leur candidat en tête, mais bon, il y avait un blocage. Quand est-ce que le déblocage a été rendu possible? C'est suite à cet immense tremblement de terre qui a eu lieu en Syrie. La Syrie est subitement passée d'un axe, celui de la résistance, à un autre qui est tout à fait opposé. Elle est passée du camp où la Syrie représentait le chaînon intermédiaire entre la résistance au Liban et l'Iran, via l'Irak, d'où provenait l'armement et la munition, etc., pour la résistance au Liban. Donc, il est passé de ce camp-là dans le camp, je dirais, ils se sont jetés dans le giron des puissances occidentales, de la Turquie qui, jusqu'à nouvel ordre, est membre de l'OTAN, ainsi de suite. Bon. Donc, ce jour-là, c'était devenu possible. Eh bien, je donnais la conférence ce jour-là chez nos amis de l'Institut Scheller. J'ai été surpris de les voir m'annoncer que la nouvelle parvenait, selon laquelle on est désormais d'accord sur le général. Oui, sur sur le commandant en chef de l'armée. Et puis l'ex-président de la Cour internationale de justice pour être le Premier ministre. Bon, finalement, ce changement en Syrie a permis le déblocage, et il a été formé, donc on a élu le président, le Premier ministre, il a été formé le gouvernement, et ceci en plein dans la bonne entente, enfin, dans la concertation entre les deux fronts. Le Hezbollah n'a pas été vaincu dans la guerre qui a opposé le Hezbollah à Israël. C'est vrai que le Hezbollah a essuyé des pertes considérables qui ont culminé avec l'assassinat de son chef, Sayyid Hassan Nasrallah. Mais pour autant, il n'a pas été battu, parce que dans la manœuvre finale terrestre qu'il a opposée à Israël, il a empêché Israël de même mettre les pieds dans aucun village du Liban. Mais le jour où il y a eu le changement, et c'était au lendemain, il y a eu accord sur un cessez-le-feu qu'Israël même avait demandé. Et la preuve, c'est que quand il s'est adressé aux Israéliens, Netanyahou a attribué à la raison de sa réclamation du cessez-le-feu, il y en avait trois. La première, c'est l'essoufflement de l'armée, parce qu'elle est épuisée au bout de 15 mois de guerre. Il n'y a plus de munitions, et puis finalement, il voulait se consacrer à l'Iran. Bien, alors, donc, il n'y avait pas eu de défaite du Hezbollah, il y a eu, au contraire, ce passage qui a été rendu possible, et ils ont convenu d'un gouvernement où le Hezbollah acceptait d'entrer dans un processus de cessez-le-feu, mais et puis d'accepter en contrepartie qu'il y ait un compromis pour son armement, qu'il cesse d'être celui qui monte la défense contre Israël, mais que cette défense soit désormais confiée à l'armée libanaise, mais après avoir convenu avec lui d'une stratégie de défense nationale. Où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cet enjeu-là. Les Américains
évidemment, ils ne font que pousser. Et alors, les Américains, quand je parle des Américains, vous savez, la propagande hostile ne fait que dénoncer le Hezbollah, toujours des tentatives continuelles de le diaboliser. En fait, et puis, ils parlent et ils dépensent des milliards de dollars inculqués dans les esprits que le Liban est colonisé par l'Iran. Mais en fait, et là, vous êtes des spécialistes de la géopolitique. Vous savez, je vous livre une information. Vous savez qu'au Liban existe désormais l'ambassade, la deuxième la plus grande au monde. Elle est construite sur une surface de 270 000 mètres carrés, avec plusieurs étages, équipée même dans ses sous-sols de cellules de prison, et susceptible, comme l'a démontré un ex-ambassadeur du Royaume-Uni en Ouzbékistan, susceptible de loger 7000 membres de personnel. Qu'est-ce qu'ils viennent faire au Liban? Et tout ça a été fait en sourdine. Personne n'a même, pendant qu'on ne faisait que dénoncer le Hezbollah à travers les années, eh bien cette emprise des États-Unis sur le Liban ne faisait que se construire. Ils ont cette ambassade. Je laisse à votre sagacité de deviner ce qu'on peut faire dans un tout petit pays avec 7000 membres de personnel. Ils ont une présence armée un peu discrète, mais ils loyotent le commandement en chef de l'armée libanaise. Ils sont présents dans tous les aéroports, à commencer par l'aéroport de Beyrouth. Ils sont présents dans des postes de conseil qui dirigent les finances, l'économie du pays, et j'en passe. Et voilà comment ils sont en train de faire un travail de sape souterrain, n'est-ce pas? Et puis ils agissent sur les décideurs du pays tout en feignant de laisser faire les Libanais eux-mêmes. Et je vous épargne le fait, enfin la remarque, enfin je vous signale le genre d'intermédiaires qu'ils nous envoient, des émissaires. Il y a 2 ans, Biden nous avait envoyé un émissaire pour agir en son nom. C'était qui? C'était Amos Hochstein. Amos Hochstein, c'est qui? C'était un ex-officier qui avait servi dans l'armée israélienne lors de l'invasion israélienne, la guerre d'Israël contre le Liban en 2006. Et puis, il est parti. Amos Hochstein a été retiré. Qui le remplace? Il est remplacé par une femme qui s'appelle Morgan Ortagos. Morgan Ortagos, elle est encore plus impudente que Trump même. Parce que vraiment, sa première visite qu'elle a rendue au nouveau président de la République l'autre jour, elle s'amène avec l'étoile de David. Et elle serre la main au président, n'est-ce pas? Et il est pris en photo devant tout le monde. Ça a fait le tour du pays. La conclusion. Écoutez, j'ai beaucoup dans mon texte qui va être, je l'espère, publié. Je vais enfin, j'aurais pu m'étendre sur ce que les États-Unis ainsi qu'Israël sont en train de tramer pour le Liban. Je pense que vous en savez pas mal. Hein, les vieux rêves consistant qui sont sous l'inspiration de Bernard Lewis, que vous n'ignorez pas. Bernard Lewis, je voyais tout à l'heure monsieur l'amiral brandir quelque chose qui montrait cette influence, mais vraiment complètement, écoutez, je vous le dis amicalement, mais nous sentons, nous ressentons ce genre de propos comme une offense. Parce que, bon, écoutez, moi, je m'appelle El Hachem. Conclusion. Oui, j'ai terminé. Non, mais c'est important. El Hachem. Hein? Conclusion de votre intervention. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Liban est loin d'être sorti de l'auberge, malheureusement. Quand on a affaire autant
à cette superpuissance qui désormais, dont le chef veut désormais exporter les gens de Gaza, soit en Égypte et en Jordanie, en même temps que Netanyahou demande, exige de l'Arabie Saoudite qu'elle leur crée un État en Arabie Saoudite, parce qu'il y a beaucoup de territoires et qu'ils sont à l'étroit un peu. Ils viennent chasser le peuple de sa terre, ils les rendent, enfin ils les mettent dans des conditions absolument indignes même aux animaux, et ils sont étonnés qu'ils existent toujours, enfin ils sont là. Et d'ailleurs Trump veut faire un Eldorado, une rivière à Gaza, sans même songer, mais regardez le comble de l'impertinence, sans même songer à dédommager ces gens-là, parce qu'il a trouvé un terrain vague dans la nature, n'est-ce pas, dans la jungle, hein, parce qu'il n'y a pas de population. Évidemment, quand il s'en sera débarrassé, il n'y a plus rien. Il y a une désolation, une destruction, il y a des débris à enlever pour faire cet Eldorado. Merci beaucoup.